constitue une tradition, enfin oui. Qui remonte des Italiens. C'est ça, ouais. C'est Folengo. C'est Folengo, c'est Arétin, c'est des hôtels avec c'est Doni. Il y a peut-être des batailles on dit qui donnent, c'est Boileau, Lutrin, etc. Là, c'est peut-être nouveau chez Cervantes. Ah, c'est ça filme déjà. Ah, ça filme. Et ça fait un gros plan. Ah, c'est sûr. Non, c'est Ah, Je pense qu'on Ça pourra va. c'est quand même. Donc, mais tu as pas de bouton. on va reprendre notre activité. Et donc, je vais présenter Florian Pantin, donc, qui est un doctorant de Bâle, Sorbonne Université, donc qui travaille Dominique avec moi, dont le point de départ est donc une enquête dans le projet Homme, Animal, Plante qu'a monté Dominique, une enquête sur les représentations végétales, animales et humaines qui servent de support au métadiscours de la Pléiade dans les premières années de la Pléiade, à la fois donc, dans les textes poétiques et dans les textes théoriques ou métapoétiques. Voilà, donc Florian travaille sur cette question-là, sur les premières années de la Pléiade, et là donc il va nous présenter une réflexion sur la manière de placer son sujet sur cette question vraiment de la métaphore du livre, même si c'est pas totalement évident. Tout le monde a un exemplier? Oui. S'il en manque, il est encore juste sous la caméra. Ouais, Ah oui. je veux bien. Alors, voilà. Irène, tu en as un? Oui, merci. C'est bon, cette fois-ci, tout le monde est Normalement, c'est bon. Alors, merci beaucoup, Charles, pour cette présentation succincte. En même temps, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Je suis Pas en moi. C'est tout à fait normal. Alors, donc, j'ai intitulé ma communication d'aujourd'hui le livre Végétal, animal ou humain dans les premières années de la Pléiade. Et donc, comme vous l'avez rappelé, dans la recherche de ma thèse de doctorat, je me focalise sur les représentations végétales, animales et humaines qui apparaissent dans le métadiscours des premières années de la Pléiade, donc entre 1548 et 1555, pour désigner notamment la poésie, le poème, le poète et la langue, et au fait tout ce qui a trait. Et pour cette troisième journée consacrée à la métaphore du livre à la Renaissance, j'ai décidé de restreindre donc cet angle de vue, en ne regardant que le corpus des seuls arts poétiques de cette période, et encore restreignant encore dans ce corpus-là, et en essayant d'observer à l'intérieur de ce corpus les métaphores qui servent à désigner le livre ou des manifestations du livre. On va voir que c'est pas si facile que ça. Alors si on se concentre habituellement sur un certain type de métaphore du livre, par exemple la représentation architecturale, la proximité entre l'agencement d'un livre et celui d'un jardin, ou encore le rapport de paternité qui peut exister entre le livre et son créateur, ma perspective sera légèrement différente ici. Et donc, de par le projet de ma thèse, où il s'agit de confronter les registres métaphoriques et d'évaluer aussi le rapport entre ces registres, un rapport qui peut être de substitution, de concurrence, de complémentarité ou alors de communication entre ces différents règnes, et bien j'ai choisi pour cette journée d'évaluer, pour cette soirée plutôt maintenant, d'évaluer donc le fonctionnement et les interactions de ces différents registres, donc animal, humain et végétal principalement, qui sont utilisés pour désigner le livre. Et donc ces registres métaphoriques, je ne vais pas les envisager de manière séparée, mais bien dans leur interaction, les uns avec les autres. Alors pour revenir brièvement au contexte des premières années de la Pléiade, il s'agit bien sûr, comme tout le monde le sait, d'une période d'effervescence poétique, mais aussi d'une période de théorisation de la langue et de la poésie, avec les premiers arts poétiques à proprement parler, en langue vernaculaire, en française, à la suite donc, de la longue tradition des arts de seconde rhétorique. Commençant par l'art poétique français de Séville en 1748, dont les membres de la Pléiade vont prendre le contre-pied, la défense de l'illustration de la langue française en 1949, l'art poétique de Pelletier en 1955, et jusqu'à l'abrégé de l'art poétique français de Ronsard en 1965, qui synthétise tous les acquis de la Pléiade. Alors il s'agit aussi d'une période de métaphorisation importante, et à la suite des recherches de Caroline Tronteau sur la métaphore, ainsi aussi bien sûr du collectif Métaphore, Savoir et Art, qui a fait une sorte de synthèse de ces acquis, qui décrit la métaphore comme une figure non pas simplement d'orientation mais de connaissance,
il est opportun de s'interroger sur les préférences métaphoriques déjà de ces différents auteurs. Donc les arts poétiques de la Pléiade multiplient les métaphores pour désigner autant le vers que le poète ou son livre. Et parfois, même si parfois les registres métaphoriques se succèdent sans cohérence apparente, et des paradigmes différents peuvent coexister dans un contexte très rapproché. J'ai un exemple ici qui peut illustrer cela, c'est le chapitre 7 de la première partie de la Défense, intitulé « Comment les Romains ont enrichi leur langue ». Il en offre une illustration à mon avis assez intéressante. Alors, je cite du Bellay, c'est le premier exemple que vous avez. « Si les Romains liraient quelqu'un, non vaqués à ce labeur de traduction, par quels moyens donc ont-ils pu ainsi enrichir leur langue, voire jusqu'à l'égaler quasi à la grecque? Imitant les meilleurs auteurs grecs, se transformant en eux, les dévorant, et après les avoir bien digérés, les convertissant en sang et nourriture, se proposant, chacun selon son naturel et l'argument qu'ils voulaient élire, le meilleur auteur dont ils observaient diligemment toutes les plus rares et exquises vertus, et y scellent comme greffe, ainsi que j'ai dit devant, entoint et appliqué à leur langue. Cela faisant, dis-je, les Romains ont bâti tous ces beaux écrits que nous louons et admirons si fort. Également hors quelqu'un, dit ceux, hors le préférant de grec. Ne pensez donc, quelque diligence et industrie que vous puissiez mettre en cet endroit, faire tant que notre langue, encore en bord terre, puisse hausser la tête et s'élever sur eux. Car sans développer plus avant cet exemple pour l'instant, où on repère déjà trois registres distincts dans un contexte très rapproché d'un tout petit chapitre, donc le registre de manger, planter et bâtir, on va se contenter pour l'instant de relever que les premières années de la Pléiade sont un lieu de recherche assez fascinant sur les topiques métaphoriques, tant en raison de l'omniprésence de métaphores qu'en raison de nombreux dialogues qui existent entre les auteurs et aussi les reprises de représentations communes. Alors, une question préalable qu'on peut se poser avant de considérer le corpus de plus près, je vais y venir bientôt, c'est la suivante, c'est pourquoi les métaphores du vivant occupent-elles une telle place dans les arts poétiques de cette période pour parler du livre et du processus de la création littéraire. Alors, on va encore rappeler, ça c'est des choses que vous avez déjà entendu plusieurs fois, mais je le rappelle, la métaphore c'est une figure de l'énergie, donc de l'énergie aristotélicienne, de l'animation, et donc le choix du vivant semble particulièrement adapté à ce trope. Et, de plus, comme la métaphore est utilisée pour décrire un phénomène en mutation, en métamorphose, soit le développement de la langue, soit la création d'un livre, le processus créateur est par définition un passage de la potentialité à l'acte, à l'existence, du non-être à la vie. Donc, en cela, le processus de transfert métaphorique se révèle assez proche du développement des êtres vivants. Donc, la métaphore établit ainsi une connexion entre le comparant et le comparant. Et les questions que je vais plus me poser dans le bref examen de ces arts poétiques et des métaphores dans ces arts poétiques, ce sera les suivants. Par exemple, constatons l'élection d'un registre au détriment des autres chez certains auteurs, quand des topiques métaphoriques différentes sont utilisées par un même auteur dans un contexte proche ou au sein de l'ouvrage, plus généralement, le rapport est-il plutôt de l'ordre de la concurrence ou alors de la coexistence pacifique ou de la complémentarité même. Et dans le cas où la coexistence de topiques distincts semble pacifique, cette complémentarité implique-t-elle une communication des règnes entre eux par l'emploi de la métaphore, ou alors absolument pas? Et enfin, une autre conséquence, une autre question qu'on doit se poser, c'est quelles conséquences ces images du livre ont-elles au rebours sur la représentation du poète lui-même? Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le poète, sur la manière qu'il a de se présenter aussi? Et avant de considérer de plus près notre corpus, il est essentiel de relever que si les arts poétiques parlent de l'écriture, ils ne parlent pas vraiment du livre. On y réfléchit à la manière de faire un vers, puis d'assembler des vers pour faire un poème, mais il n'y a pas vraiment de pensée du livre fini dans ces textes-là. C'est ça qui pose un peu le problème, donc les métaphores du livre, ça sera déjà à prendre un peu avec des pincettes. Et ce silence au sujet du livre pose de nombreuses questions. J'ai pas vraiment de réponse à ce sujet, mais peut-être c'est parce qu'on réfléchit au processus qui mène à un objet final, mais qui n'est au fond jamais totalement atteint. C'est peut-être à cause de ça. Et de même, il ne semble pas que la volonté de rédiger un manuel s'accompagne d'une conscience d'écriture d'un livre en tant que tel. Donc, la plupart du temps, il s'agira de déceler un peu un livre absent, si on veut bien, dans le métadiscours des théoriciens de la Pléiade. Alors, à présent, pour commencer par le premier qui a réellement rédigé un art poétique, donc c'est Billet, en 1748, je vais me focaliser sur les topiques métaphoriques qu'a mobilisé ces billets, même s'il n'appartient pas à proprement parler à la Pléiade
il ouvre tout de même la voie, et Dubélé rencontrera le contre-pied une année plus tard avec la défense illustration. Donc ça me semblait essentiel d'en parler aussi. Et plusieurs métaphores sont mobilisées dans l'art poétique français de 1948 pour désigner l'acte d'écriture, même si, encore une fois, le livre n'est jamais réellement l'objet d'une métaphorisation. La coexistence de ces métaphores de l'écriture dans un contexte assez éloigné, en effet, on ne rencontre pas de topiques métaphoriques différentes dans une même phrase, donc c'est vraiment à l'échelle de l'ensemble de l'ouvrage, elle donne tout de même une image plurielle de l'écriture. C'est ça que je vais essayer de vous montrer. Le premier type de métaphore est issu de l'agriculture et de la vie des champs. L'écriture, dans sa réalité matérielle, est assimilée à un labourage, une image de supérieur assez peu flatteuse. Alors je cite, « Que ma plume a labouré ci-dedans, profite non plus, de tout tel labourage, aujourd'hui sont les fruits peu évidents. » Ou encore, un autre exemple, des mots ténèbrement assemblés comme une bûchette en un fameux, il y a 2 ou 3 lettres pareilles qui servent de rior. Donc la rior, c'est le lien qui formé d'une branche souple et pliante tendue sur elle. Dans un registre similaire, mais un peu plus positif, bien plus positif, la métaphore platonicienne de l'écorce, qui réduit métonymiquement l'arbre à ce qui l'anime, et c'est l'exemple suivant, car ce qu'en poésie est nommé art n'est rien que la nue écorce de poésie, qui couvre artificiellement sa naturelle sève. Et cette métaphore-là est reprise dans le chapitre qui suit. Je cite, « Appeler les poètes français rimeurs s'arrêtant à la nue écorce et laissant la sève et le bois ». Alors cette métaphore de l'écorce, une expression qui unit un peu deux termes un peu oxymoriques, sert à opérer une distinction entre l'accessoire et l'essentiel, le superficiel et le nécessaire. Alors, il y a d'autres topiques dans l'art poétique français de Sévillet qui sont presque toutes issues des activités humaines. Et c'est ça la grosse différence entre Sévillet et les écrivains de la Pléiade. L'écriture est rapprochée d'autres arts comme la culture par exemple. Je cite, le poète regardera aussi soigneusement à joindre les unes choses aux autres proprement au progrès de son poème et y mettre les fins et les commencements tant bien c'est long qu'ils ne soient repris comme le sot couturier faisant le capuchon de la cape du pulet et mal uni endroit de la frise et remplissant les quartiers de la robe noire d'une pièce rouge ouverte. On a aussi une métaphore d'architecture. Je cite, ce fondement jeté par l'invention et le projet de tout le futur bâtiment pris par l'économie suit la quête des pierres ou briques pour l'élever et former. Ou encore ces pierres donc approchées presque tant futurs fondements de bâtiments, quelle en restera la forme, ou encore rondeau bâti de verre de buissage, c'est plus classique. On a encore des métaphores de la cuisine, qui trouvera, je cite, balade, triolet, rondeau, double et parfait, lait, irlet, tous amassés comme morceaux en fricassé. Et on a encore le travail de la forge qui sert de métaphore. Je cite, je désire pour la perfection de toi, poète futur, en toi parfaite connaissance des langues grecques et latines, car elles sont les deux forges d'où nous tirons les pièces meilleures de notre harnais. Alors, si les métaphores sont au fondement de l'art poétique français de Sévillet, en effet, chaque page il y a une métaphore, et que les étiquettes du discours poétique qui empruntent volontiers au domaine champêtre, on trouve des vocabulaires comme branche, lisière, arc fourchu, pour désigner des différents types de vers ou alors de poèmes. Le métadiscours du vivant pour désigner le livre est en revanche assez pauvre et on trouve que peu par rapport à la défense, par exemple, de transfert métaphorique à propos de la langue ou du livre. Les activités humaines sont au cœur du processus de métaphorisation de Sévillet et son discours reste très anthropocentriste. Le transfert métaphorique se fait en général d'une activité humaine, qui commence l'écriture, vers l'autre. Et par la suite, les étiquettes de la poésie qu'on rencontre justement chez Sévillet, qui empruntent au domaine champêtre ou alors au domaine du vivant avec les diastotes par exemple, elles vont se raréfier et se rationaliser en empruntant plutôt à l'univers mathématique ou astronomique, par exemple sous l'impulsion de Pelletier. On note un net abandon par les poéticiens de la Pléiade d'un langage figuré dérivé du monde agricole, mais un enrichissement des métaphores du vivant pour désigner le processus de création poétique. Le livre, le poème, le poète lui-même. Et la plupart justement de ces métaphores, elles sont issues de modèles antiques. Donc il n'y a pas une réelle innovation à ce sujet-là. L'innovation sera plutôt dans la manière de combiner ces métaphores entre elles. Et je peux en venir d'ailleurs directement à la défense de Dubélé. La métaphore qui a principalement attiré l'attention dans la défense et qui tape à l'œil dès qu'on ouvre la défense illustration, c'est à n'en point douter la métaphore végétale qui est utilisée la plupart du temps à propos du développement des langues. Donc, principalement, pas forcément à propos du livre, mais souvent à propos des langues.
Et comme il ne s'agit pas d'une topique utilisée uniquement pour désigner le livre, et qu'il y a d'autres métaphores significatives qui fonctionnent avec ou alors en parallèle de cette représentation-là, je vais un peu élargir la perspective habituelle et considérer d'autres métaphores qui structurent la défense. Si les transferts de sens métaphoriques abondent à propos de la langue, ils sont bien plus rares à propos du livre en tant que tel. Ce constat, qui est plutôt étonnant, reflète peut-être le primat lors de cette période de théorisation des années 49 à 55 de l'entité langue vernaculaire sur les individus livres, par exemple. L'entreprise générale d'illustration de la langue, par la poésie, par les poèmes, prime sur l'entreprise de création d'un livre individuel. En tout cas, tel est le cas pour la défense. Mais on repère quand même quelques métaphores qui désignent clairement le livre, à un moment où le livre, en l'occurrence, est déjà constitué, par exemple dans les préfaces ou les épîtres dédicatoires. Un bon exemple, c'est la dédicace de Pubélé à Monseigneur de la Révérendissime Cardinal qu'il fait pour parler du livre qu'il lui envoie en l'occurrence. Alors il le prie de recevoir les premiers fruits pour mûrir les premières fleurs du printemps de celui qui en toute révérence, humilité, baisse les mains, etc. Cette métaphore végétale qui assimile ou alors plutôt rapproche le livre à une fleur ou à un fruit, c'est une métaphore qui n'est pas du tout originale, c'est tout à fait traditionnelle, qu'on trouve par exemple déjà dans l'adolescence clémentine. Elle annonce directement la métaphore qui va structurer la défense, et donc la métaphore végétale. Et si elle est ici isolée, donc qu'elle fonctionne toute seule, la dédicace au lecteur sera pour du BD l'occasion de la faire coexister avec un autre registre, cette fois un peu plus inédit. Enfin, il est plus inédit dans le sens où il ne fonctionne pas tout seul. Je cite, « Tu excuseras bénignement les fautes de cet ouvrage précipité, semblable à un fruit abortif ou à ces tableaux, auquel le peintre n'a encore donné la dernière main. » Alors, dans une posture d'humilité de style, qui est bien circonstance, on trouve deux topiques métaphoriques distinctes qui fonctionnent ensemble comme alternatives, si on veut bien, l'une à l'autre, la deuxième venant préciser la première sans pour autant la rendre totalement canonique. Et les deux registres métaphoriques distincts, en l'occurrence la fructification et la peinture, coexistent sans qu'il n'y ait apparemment de gradation entre elles, en tout cas pas de manière très nette. La seconde métaphore peut quand même rectifier la première car elle introduit de façon plus juste à la fois l'humain et l'artiste, qui figure mieux l'activité du poète. Par ailleurs, la métaphore du fruit abortif qu'on rencontre aussi dans le sonnet 147 des Regrets, je cite, mais qui n'a rencontré telle nativité comme un fruit abortif n'a jamais à croissance, elle pourrait à elle seule mériter une enquête chez d'autres auteurs du XVIe siècle, enquête que je n'ai pas encore menée, mais qui peuvent avoir la peine. Alors la pertinence du premier comparant, en l'occurrence le fruit, subsiste pour désigner la langue et ses productions, qui ne sont pourtant pas directement désignées comme des livres. On trouve en effet plus loin dans la défense, notre langue française n'est si pauvre qu'elle ne puisse rendre fidèlement ce qu'elle emprunte des autres, si infertile qu'elle ne puisse produire de soi quelques fruits de belle invention au moyen de l'industrie et diligence des cultivateurs d'Icelle. Alors s'il ne s'agit pas réellement de métaphore du livre, la langue est un organisme végétal, fertile en l'occurrence, amené à produire des fruits littéraires, des poèmes, des textes, grâce à la main habile du poète cultivateur, s'élève en image récurrente dans la défense. C'est aussi intéressant de voir justement que le domaine végétal ne fonctionne jamais tout seul. Il faut chaque fois la main justement de l'habile cultivateur. Un autre exemple donc par la suite de la défense, ainsi puis-je dire de notre langue qui commence encore à fleurir sans fructifier, ou plutôt comme une plante et verger n'a pas encore fleuri, tant se faut qu'elle ait apporté tout le fruit qu'elle pourrait bien produire. Cela certainement non pour le défaut de la nature, d'elle aussi apte à engendrer que les autres, mais pour la culpe de ceux qui l'ont eu en garde et de l'ont cultivé à suffisance. Ainsi, comme une plante sauvage en celui-même désert où elle avait commencé à naître sans jamais l'arroser, la tailler, ni défendre les ronces et épines qui lui faisaient ombre, on laissait embellir et quasi mourir. Donc le développement de la langue comme une croissance végétale en continue expansion, où les livres, différents auteurs, ou alors les productions, poèmes, etc., différents auteurs, sont autant de fruits littéraires, constituent une première image du livre tel qu'il est perçu par les auteurs de la Pléiade, en tout cas tel qu'il est mobilisé par Montaigne. Et on serait en droit de conclure que le livre est plutôt rapproché d'une production que d'un objet réellement fini. D'autre part, cette représentation végétale, comme je l'ai dit, subordonne clairement la nature à l'humain, puisque le travail du poète agriculteur est indispensable à la fructification. Et c'est effectivement quelque
chose qui est débattu à la fois chez Sperone Soloni et Dubélès. Est-ce que justement l'agriculteur est nécessaire ou pas, ou est-ce que les plantes se développent tout seuls? C'est aussi repris par un autre par la suite. Alors on pourrait s'arrêter là et décréter qu'il s'agit de la métaphore principale de la défense, mais sa lecture nous engage à la prudence, car de nombreuses topiques parallèles, complémentaires ou concurrents, ça je vais essayer de le déterminer par la suite, c'est pas forcément aussi facile que ça à régler. D'autres topiques donc innervent le texte du Dubélé. Une autre topique qui est chère à Dubélé concerne directement le rapport de l'écrivain au livre, c'est celle de l'imnutrition. Ce topos antique qui est présent chez Quintilien, une institution oratoire, donc se retrouve à la Renaissance, entre autres chez Erasme. C'est quelque chose aussi de largement revisité. Et on recourt à cette métaphore de la digestion pour désigner le rapport à la tradition, le processus de transformation, l'assimilation de modèles pour créer quelque chose de nouveau. Et cela est explicité au sujet des auteurs latins et de leur rapport à la traduction. Je cite, imitant les meilleurs auteurs grecs, se transformant en eux, les dévorant et après les avoir bien digérés, les convertissant en sang et nourriture. Et là encore, le livre est présent en filigrane comme le résultat, si on veut bien, de cette digestion de différents modèles littéraires. On passe donc de l'image du livre comme fruit, de la langue qui produit pas forcément des livres, mais en tout cas des parties de livres, des textes, à justement à l'image d'une digestion de modèles illustres. Et enfin, autre métaphore tout à fait célèbre, et pas du tout originale dans ce sens-là, que mobilise Dubélès, c'est le rapport consubstantiel qui lie parfois le poète à son livre et à ses vers, et dont l'article justement va mon livre, quelques jalons pour une histoire de la destination, ainsi que vous le savez, que la communication de Neil Kenny en juin dernier à Lille, le livre Enfants ou les enjeux sociaux et fabuleux d'un topos, permettre une bonne compréhension. C'est l'occasion pour Dubélès d'un mélange métaphorique inattendu. Il ne va pas simplement mobiliser l'image du livre enfant tel quel, mais quand il recommande une attention à son livre, il va justement emprunter au registre humains et animaux à la fois. Il va faire une sorte de mélange, une sorte de glissement assez intéressant. Je cite, pourtant est-il nécessaire afin que nos écrits, donc on ne parle pas de livres mais d'écrits, la différence entre les deux est pas évidente à faire, et je pense qu'on y reviendra après, donc que nos écrits comme enfants nouveau-nés nous flattent, les remettre à part, les revoir souvent, et en la manière des ours, à force de lécher, leur donner forme et façon de membres. Il ne faut pourtant y être trop superstitieux ou, comme les éléphants leurs petits, être 10 ans à enfanter ses vers. Alors si le terme enfant nouveau-né s'applique uniquement à l'humain, ça je pense qu'on peut en venir, les deux comparaisons qui associent tour à tour le livre, ou plutôt il les écrit à un ourson, puis à un éléphanteau, orientent clairement vers le règne animal. Pas de doute à ce sujet. Et le recours à la métaphore de l'enfantement, s'il est attendu dans ce contexte-là, vient se compléter d'une comparaison très proche, puisqu'il s'agit toujours de mise au monde. Mais cette fois, il s'agit de comparaison animale, donc toutes deux topiques également, ce n'est pas des inventions de Dubélès, celle de l'ours et de l'éléphant, qui, si elle rend en quelque sorte l'unité de la métaphore, puisqu'on glisse de l'humain à l'animal, permettent de préciser ce rapport à adopter à sa création poétique ou littéraire. Elles précisent ces deux représentations et élargissent un rapport que la métaphore humaine de l'enfantement aurait rendu tout à fait impossible, puisqu'il y a assez peu de variations. Et cette sorte de cascade métaphorique, on glisse d'une métaphore d'un comparé à l'autre, donne une dimension plus complète au lien de paternité qui peut unir le poète à son œuvre. Alors pour revenir brièvement sur ces deux métaphores, celle de l'ours et son ourson, elle symbolise le lien de paternité qui lie l'artiste et son œuvre, ainsi que le bon comportement à adopter, c'est vraiment le modèle positif de Dubélès. Et il envoie cette analogie au sujet de ses propres écrits. C'est un lieu commun qu'on retrouve, qui apparaît assez fréquemment dans les discours au XVIe siècle, en tout cas jusqu'aux essais de Montaigne. D'ailleurs, un exemple, c'est dans le même contexte, plus ou moins. Les sciences et les arts ne se jettent pas en moule, un se forme et figure peu à peu en les maniant et polissant à plusieurs fois, comme les ours façonnent leurs petits en les lâchant à la manière. C'est pas tout à fait le même contexte, mais la métaphore fonctionne de la même manière. Dans la scène du partage, on rencontre aussi dans un contexte tout à fait différent. On rencontre aussi dans le tiers livre, je cite, comme un ours naissant n'a pied ni main, peau, poil ni tête, ce n'est qu'une pièce de chair rude et informe, l'ours, à force de lécher, la met en perfection des membres. Mais là, c'est pas à propos du livre, mais des procès, justement, de la composition des procès. Et au sujet, par contre, dans l'univers de la Pléiade,
Je n'ai pas trouvé encore pour l'instant d'autres exemples justement de cet ours qui façonne ses petits. Donc c'est plus ou moins inédit chez Dubélé. Même chose en ce qui concerne la croyance que l'éléphant possède un temps de gestation de 10 ans. On trouve cette métaphore uniquement chez Dubélé. Et là on peut remonter bien sûr à l'histoire naturelle de Pline, mais apparemment, comme Clermont-Ferrand le relève, Dubélé aurait justement puisé cette comparaison dans les adages d'Héras. Et il s'agit ici de mettre en parallèle deux attitudes assez différentes vis-à-vis de la création poétique. L'attention de l'ours ne doit pas glisser dans le soin extrême de l'éléphant qui finalement n'arrive plus justement à enfanter, à accoucher de ce livre. Et avec des modèles topiques comme ceci, la paternité littéraire unit les règnes, si on veut bien, unit les règnes humains et animaux dans la fonction de gestation en montrant un peu deux pôles opposés de la création littéraire. Alors, il y a à présent le temps de se demander le rapport qu'entretiennent ces métaphores entre elles. Dans les exemples que je viens de montrer, on ne constate pas de vraie hiérarchie entre ces métaphores. Il n'y en a aucune qui prend réellement part, donc pas de manière très claire. Elles s'éclairent plutôt réciproquement et se complètent et interagissent un peu entre elles, en éclairant des facettes diverses de la création. Et le transfert métaphorique, à mon avis, donne accès aux différentes réalités du livre ou de la langue, et la diversité de métaphores, loin de se concurrencer entre elles, permettent d'éclairer la création littéraire sous ses multiples facettes. Et donc voilà pour la défense. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais la plupart du temps, c'est au sujet de la langue plus que du livre, donc c'était les exemples qui me semblaient les plus pertinents. Et ce qui, pour nous, est particulièrement précieux, c'est que cet emploi que Dubélé fait des métaphores dans la défense a donné lieu à toute une polémique. Il a entre autres été commenté, ou pour être plus exact, fortement critiqué et condamné par Barthélemy Hanot dans le Quintil Horatien. Et cette réaction nous montre que l'emploi de registres métaphoriques distincts ou concurrents au sein d'un même texte posait déjà des questions à l'époque. C'est pas une question traitée à la légère. Les écrivains du milieu du XVIe siècle réfléchissaient sur la métaphore et son emploi. Forcément, dans les arts poétiques, c'est une préoccupation essentielle. Et leur usage de la métaphore n'est vraiment pas laissé au hasard. Donc, il convient à présent d'envisager la critique que Barthélemy Hanot a faite de la défense en 1950. Si ces attaques de la défense et l'illustration de la langue française sont généralisées, il s'en prend en particulier aux métaphores et à l'impropriété de leur usage chez Dubélé. Hanot réfute la pertinence ou l'adéquation de certaines métaphores employées par Dubélé, et de manière plus générale, il condamne son recours trop important à ce trope. Ce qui nous intéresse plus directement aujourd'hui, c'est sa critique de l'absence d'unité métaphorique dans le texte de Dubélé. En effet, on l'a vu, les topiques diverses sont souvent en interaction dans la défense. Elles sont juxtaposées au risque de sacrifier l'unité métaphorique de l'ensemble. Et la critique d'Hanot va porter sur le manque de cohérence de Dubélé dans le registre métaphorique. Je cite. Alors, tout le commencement du chapitre, ici donc le quintil, tout le commencement du chapitre est de translation vicieuse et inconséquente, commençant par manger. Donc là, ça se rapporte à l'exemple que je vous avais donné dans le premier exemple de l'exemplier, l'introduction. Donc, commençons par manger, moyennant par planter et finissant par bâtir, en parlant toujours des mêmes choses, auxquelles vise-t-on coutumièrement ceux qui toujours veulent métaphoriser où il n'est besoin et appliquer figure où propriété serait mieux convenante. Estimons alors raison partout figurée être plus belle que la simple et égale et rarement entremêlée de tels ornements. Tout ainsi que les enfants, là c'est intéressant de relever que lui aussi va utiliser dans une comparaison, tout ainsi que les enfants qui estiment plus bel habillement un hoqueton orfèvrisé d'archer de la garde qu'une selle de velours uniforme avec quelques riches boutons d'or clairsemés. Et donc au sujet du manque de connexion entre les métaphores dans la défense, je renvoie à Emmanuel Buron qui apporte la précision suivante dans son article « Apprends donc à bien figurer ». Je cite donc « Les métaphores de l'alimentation, de l'agriculture, de la maçonnerie se superposent sans cohérence apparente. On pourrait aisément les justifier au cas par cas. La métaphore de l'alimentation décrit le rapport individuel de l'auteur à son modèle, celle de la greffe, son effet sur la langue, et celle de l'architecture, ses conséquences culturelles. Mais, comme nous l'avons déjà constaté, Hanot ne s'intéresse pas à la manipulation singulière des métaphores. Il considère seulement leur connexion, leur complémentarité. Il juge ainsi inconséquente la translation de Dubélé, c'est-à-dire qu'il lui reproche de manquer de fil. Dubélé ne file pas ses métaphores, mais en change d'un moment à l'autre. Alors, si pour Hanot, Dubélé n'assure pas la connexion de ces métaphores,
et sacrifie l'unité figurative de son texte, c'est que son emploi des topiques métaphoriques est totalement différent. En effet, si Hanno juge que du Bellay a un goût exécrable, c'est qu'il veut des métaphores partout, ce qui n'est pas le cas d'Hanno. Et la multiplication des métaphores chez du Bellay permet de compléter, à mon avis, de compléter plus le puzzle, de cerner et de faire exister une réalité, de créer des rapports nouveaux, et permet aussi justement de cerner un peu la réalité soit du livre, soit de la langue, tandis que pour Hanno, une métaphore vient éclairer une réalité, et donc à une réalité, une métaphore pour la désigner. Donc forcément, avec un tel parti pris, Hanno se positionne clairement du côté d'une compétition métaphorique. Les métaphores donc ne viennent pas créer un système où les comparants viennent éclairer un comparé sous de nouvelles perspectives et créer des liens entre plusieurs réalités. Elles ont une fonction plus explicative que réellement créatrice, comme c'est le cas, on l'a dit, chez Bellay. Et donc, pour Hanno, le choix d'un certain type de registre métaphorique est condition d'éloquence. Et l'élocution exige l'unité de la métaphore. Et quand elle est employée, la métaphore doit être filée, si elle est utilisée, elle doit être filée plus que de fonctionner en interaction avec d'autres métaphores. Donc ce choix interdit tout rapport de communication entre les métaphores. Ce choix d'Hanno interdit tout rapport de communication entre ces métaphores et forcément entre les règnes aussi. Et à mon sens, la métaphore telle qu'elle est pratiquée par Hanno semble un peu enfermée dans son rôle ornemental. En tout cas. On perd cette dimension d'interaction qui fonctionne bien chez du Bellay. Alors, n'en déplaise à Hanno, grand détracteur des abus de métaphorisation de du Bellay, la défense suit quand même une certaine logique métaphorique. Si la langue est comparable à une plante, ses résultats, les poèmes ou les livres, seront nécessairement comparés à des fleurs ou des fruits. Si le poète est comparé à un architecte, le livre sera son bâtiment, et ses parties autant de pierres nécessaires à l'édification de l'ouvrage. Quand le rapport de génération et le lien avec l'auteur ou la genèse du livre sont envisagés, la métaphore de l'enfantement sera de rigueur. Les différentes associations métaphoriques sont porteuses d'un sens nouveau et d'une vision linguistique, voire cosmologique, voire encore épistémologique. Mais la prudence de Bartolomeo à l'endroit des métaphores peut prendre plusieurs formes différentes. On peut mettre par exemple en parallèle ses recommandations au sujet de la métaphore avec celle de Guillaume des Hôtels, par exemple, dans sa réplique aux furieuses défenses de Louis Maigret en 1550, je cite, « Elle est plaisante, donc la métaphore, et illustre le vers, aussi trop fréquente et affectée comme qui en fameutrait beaucoup l'une sur l'autre, et en moins d'une période on mettrait plus d'une douzaine, elle est obscure et ennuyeuse. » Alors maintenant, on peut passer à l'art poétique de Pelletier, voir s'il y a des changements dans l'emploi de ces métaphores. Alors, au chapitre 8 du premier livre de son art poétique, Pelletier insiste sur, donc l'art poétique de 55, pas la traduction de l'art poétique d'Horace, il insiste sur la possibilité de comparer les mots avec différents univers. Là, je trouvais ces cours assez intéressants, même si on ne va pas directement du livre, ça montre justement que la métaphore peut aller dans plusieurs sens différents qui ne s'excluent pas. Je cite Pelletier, les mots en un langage se peuvent comparer aux 6 voix en musique, aux 10 simples nombres en arithmétique et aux pierres en la maçonnerie. Car comme les chantres de ces 6 voix entremêlées et reprises font des accords et des tons de si diverses oreilles, comme les 10 caractères numéraux se font tant de sortes de nombres, et comme les pierres diversement assorties se font tant de manières de bâtiments, selon l'industrie de l'ouvrier. Alors là, par contre, je vous ai mis la référence de Cueillet, alors que j'ai mis l'orthographe de Pelletier, donc c'est une petite confusion de ma part, je vais m'excuser pour les références. Dans cet exemple, on voit que pour Pelletier, la métaphore ou la comparaison, ce n'est pas un phénomène qui unit deux réalités, mais plutôt un phénomène de transfert qui peut aller dans plusieurs directions qui ne s'excluent pas nécessairement. Cela étant, le mélange de métaphores qui viennent se renforcer, s'appuyer les unes les autres, n'est pas nécessairement exclu. Le rôle ornemental est lui aussi mis en avant par l'auteur de l'art poétique. Je cite, ce qui enrichit bien un écrit sont les descriptions, puis les métaphores et allégories, lesquelles se peuvent toutes deux comprendre sous ce mode de translation. Cependant, la profusion métaphorique n'est pas celle de la défense, et Pelletier recommande lui aussi la prudence, dans un passage où il recourt justement à une métaphore horticole. On va noter quand même une différence de taille, puisqu'il s'agit, puisque Pelletier parle de poésie, alors qu'Hanno va critiquer la prose didactique de la défense, donc ce n'est pas tout à fait le même contexte. Les particuliers ornements, je cite, seront rares et introduisants parmi les poèmes, comme les fleurs en un pré ou comme les anneaux esdois, car le champ est plus orné et mieux cultivé quand on y voit pleine moisson, que n'est pas celui où sont lys, œillets et roses seulement.
Un verger de bons arbres fruitiers est bien plus excellent que non pas le clos où il n'y a que myrte tondue, ou que les fontaines et ruisseaux bordés de verts arbrisseaux. Et la vigne mariée à leurs mots, de l'olive plantureuse, sont bien plus agréables que ne sont les hauts plants stériles ni les romarins fleuris. Il faut donc une magnificence pleine de sang et de force. Alors, étrange précaution au début d'un passage fondé sur une longue comparaison entre les ornements du texte et les motifs végétaux. On a une coprésence de deux métaphores qui se repèrent d'emblée en fait, avec des motifs concurrents, ceux de la rareté des fleurs dans un pré et ceux des anneaux sur les doigts. Et ces deux images, qui servent toutes les deux à désigner le recours à la métaphore, sont liées et on peut presque se risquer à avancer qu'il crée une troisième métaphore, si on veut bien, où les anneaux sur les doigts sont un peu rapprochés des fleurs dans un pré, créant par là un rapport de communication entre les parures humaines, le végétal et le textuel. Et la subtilité de ce rapport est d'ailleurs théorisée par la suite. En toutes sortes d'ornements, je cite, il faut éviter l'ostentation et les entremêler quelquefois dissimulément. Enfin, on trouve d'autres métaphores qui servent à désigner le livre dans l'art poétique de Pelletier, dont une métaphore qui emprunte à l'humain. L'invention est répandue par tout le poème comme le sang par le corps de l'animal, pas à l'humain, mais en vivant animal et humain, de sorte que se peut appeler la vie ou l'âme du poème. Et tout comme chez Dubélé, on a encore d'autres registres qu'on va sûrement mentionner maintenant, qui coexistent dans l'œuvre du poéticien, Manceau en l'occurrence. On a les architecturales, les métaphores de navigation, mais ça nous concerne moins directement, puisque ce n'est pas des métaphores du vivant. Alors enfin, on peut considérer l'abrégé de l'art poétique français de Ronsard, qui, même s'il est largement postérieur aux premières années de la Pléiade, revient sur les pratiques, en synthétisant les acquis des premiers théoriciens de la Pléiade, tout en recourant à un registre métaphorique riche et varié. Sa poétique de la copia, qui est bien connue, de l'abondance, et qui fonctionne assez bien en poésie, on peut se poser la question si elle va se refléter dans son seul ouvrage réellement théorique en prose, c'est-à-dire l'abrégé de l'art poétique français. Alors, pour commencer, je vais rappeler quelques exemples de poésie ronsardienne où les topiques métaphoriques différentes fonctionnent en interaction. Par exemple, dans l'hymne de Charles Cardinal de Lorraine de 59, je cite, « Pour ne farder mes vers d'une menteuse audace, je veux m'envier les titres de ta race, et ne veux que ma lyre emprunte autre chanson, ni que ma faux ailleurs coupe une autre moisson. » Et dans la suite du même hymne, on a encore « S'il ne veut que sa main, son ouvrage achevé prenne l'outil en vain, et encore, à qui mieux de ton nom peindra sa poésie. » Donc on voit que dans un contexte très rapproché, donc à quelques dizaines de vers d'écart, on a différentes images de la création poétique qui coexistent, montrant par là un tableau du poète aux nombreuses facettes. Il peut être à la fois musicien, moissonneur, artisan, peintre. Et l'une des principales topiques pour désigner le livre, que nous avons déjà rencontré chez presque tous les membres de la Pléiade, et qui est bien établie au début du XVIe siècle, qui remonte au Tristes de Vide et à l'épître d'Horace à son livre, empreinte au vocabulaire humain, c'est bien sûr la métaphore du livre comme un enfant. Et le soin qu'a manifesté Ronsard aussi à remanier son œuvre crée un lien de paternité entre l'auteur et son livre, qui est explicité dans Sonnet liminaire à son livre, et surtout dans l'élégie à son livre, en tête du second livre des Amours, qui deviendra ensuite le prologue de l'édition collective de 1560. Je cite, « Mon fils, si tu savais ce qu'on dira de toi, tu ne voudrais jamais déloger de chez moi, enclos mon étude, et ne voudrais te faire salir ni feuilleter au moins du populaire. » Donc, un exemple, je ne vais pas encore commenter maintenant, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé, mais cette abondance et complémentarité métaphorique qu'on a dans la poésie de Ronsard, justement, est-ce qu'elle trouve son écho dans l'abrégé de l'art poétique français? Un premier exemple de ce traité, qui est très succinct, présente deux métaphores en coprésence. Je cite, « Tu seras laborieux à corriger et limer tes vers, et ne leur pardonnera non plus qu'un bon jardinier à son menthe, donc à sa greffe, quand il la voit chargée de branches inutiles ou de bien peu de profit. » Alors là, le travail de l'artisan se change en travail d'horticulteur quand il s'agit de tailler les greffons textuels. On passe ensuite, juste après dans le texte, de cette image du livre comme objet d'art ou arbre, à l'image d'une poésie qui est humanisée. Je cite, « Car tout ainsi qu'on ne peut véritablement dire un corps humain beau,
plaisant et accompli s'il est composé de sang, veines, artères et tendons, et surtout d'une plaisante couleur. Ainsi, la poésie ne peut être plaisante ni parfaite sans belles inventions, descriptions, comparaisons, qui sont les nerfs de la vie du livre, qui veut forcer les siècles pour demeurer de toute mémoire victorieux et maître du temps. Cette comparaison physiologique, quand il s'agit de parler des locutions, cède la place à une comparaison végétale quand il s'agit de décrire le développement de la langue et le retour de modes oubliés. C'est l'exemple qui suit. Tu ne dédaigneras les vieux mots français, d'autant que je les estime toujours en vigueur, quoi, jusqu'à ce qu'ils aient fait renaître en leur place, peu importe, comme une vieille souche, un rejeton, et lors tu te serviras du rejeton et non de la souche, laquelle fait aller toute sa substance à son petit enfant pour le faire croître et finalement l'établir dans son lieu. Cet exemple-là est très intéressant sous plusieurs aspects. Les registres du vivant se confondent, car on parlait des vieux mots français renaissants, on glisse du rejeton, qui peut désigner tant le surgeon végétal que l'enfant, au petit enfant qui cette fois fait glisser la topique clairement du côté du règne humain. Mais c'est la métaphore horticole qui sera finie par la suite. De tous les vocables, je cite, quels qu'ils soient en usage ou hors usage, il reste encore quelques parties de soit en nom, verbe, adverbe ou participe, tu le pourras par bonne et certaine analogie faire croître et multiplier. Là encore, croître et multiplier, ça peut désigner les différents règnes, d'autant que notre langue est encore pauvre et qu'il faut mettre peine, quoique murmure le peuple avec toute modestie, de l'enrichir et cultiver. Alors, autant pour parler des mots que de la poésie ou du livre, Ronsard mêle les registres métaphoriques, vivants ou non vivants, qui s'enlacent, se suivent et se complètent pour créer une poésie nouvelle. Ronsard est conscient que cet emploi de métaphore topique peut déplaire. En effet, dans l'avertissement au lecteur de 1550, il parle de ses tracteurs courroucés, peut-être, pour mourir souvent redire le miel de mes vers, les ailes de mes vers, l'arc de ma muse, mes vers sucrés, etc. Cette reprise métaphorique, où la pratique de la multiplicité justement des métaphores sont autorisées par l'imitation des Grecs, c'est ce qu'il va justifier par la suite, en particulier Homère et Pindare. Et en cela, je renvoie directement à l'article de Mireille Huchon, Les atomes du petit monde des inventions ronsardines. Et ce mélange métaphorique qu'on repère à la fois dans l'abrégé de l'art poétique français et dans sa poésie, c'est un choix, on va dire esthétique, pas loin, qui perdure dans l'œuvre de Ronsard. En effet, dans la préface de la Franciade, Ronsard avertit son lecteur en mêlant une métaphore marchande avec la métaphore végétale. Je cite, « Outre, je t'avertis de faire conscience de remettre en usage les antiques vocables, et principalement ceux du langage wallon et picard, lequel nous reste par tant de siècles l'exemple naïf de la langue française. J'entends de celles qui courent après que la latine n'eut plus d'usage en notre Gaule, et choisir les mots les plus prégnants et significatifs, non seulement du langage, mais de toutes les provinces de France pour servir à la poésie, lors que tu en auras besoin. Malheureux est le lecteur, lequel n'a qu'une seule espèce de monnaie pour payer son créancier. Outre plus, si les vieux mots abolis par l'usage ont laissé quelques rejetons, comme les branches des arbres coupés le rajeunissent de nouveaux drageons, tu les pourras provigner, amender et cultiver, afin qu'ils se reposent de nouveau. Alors, il est temps d'arriver à mes conclusions maintenant. Conclusion que j'ai nommé le livre Microcosme, on verra si ça tient un peu la route ou pas, c'est un peu aussi des hypothèses de lecture que je fais. Donc au terme de ce bref parcours dans les métaphores du livre, dans les arts poétiques des premières années de la Pléiade, il convient de remarquer que s'il y a des divergences selon les auteurs au sujet des modalités d'emploi de la métaphore, tous sont d'accord sur le fait que la métaphore c'est la figure principale de l'écriture au milieu du XVIe siècle. Les auteurs de la Pléiade, en particulier Dubélé et Ronsard, recourent au mélange de topiques métaphoriques distinctes pour créer de nouveaux liens entre des réalités séparées. La métaphore ainsi perçue s'écarte d'un transfert entre un sens propre et un sens figuré. Le processus de transfert, qui recourt à l'analogie, à la comparaison, au simple rapprochement ou à la métaphore, ouvre des lectures interprétatives plus qu'il ne procède à un simple transfert de sens. Et comme l'a montré Caroline Trotteau à la conférence du 30 mars organisée ici à Bâle, le mot métaphorique, je cite, ne vient pas se substituer par comparaison à un mot propre, mais il crée une interaction source d'une création nouvelle. C'est ce que Paul Ricoeur appelle la fonction ontologique des métaphores. Ce qui est relativement rare, c'est un peu ma déception que les différents règnes, justement animaux, humains et végétaux, soient comparés directement entre eux.
La coprésence de topiques métaphoriques empruntant à ces règnes peut être le signe d'une sorte de communion d'interdépendance entre les règnes. La métaphore crée un lien subjectif entre le livre et le vivant, que ce soit un enfant, une plante, un ours ou un bébé éléphant, ceux qui participent de l'animation du livre. Par ces rapprochements, justement, la métaphore propose des expériences et des hypothèses nouvelles. Elle témoigne aussi de l'interaction entre le poète et le monde, en fait. Souvent, les registres métaphoriques sont utilisés pour des domaines légèrement différents, en complémentarité et ne coexistent pas réellement dans l'espace du texte, ou alors sans interagir. Mais parfois, comme chez Dubélé et Ronsard, qui sont les deux exemples les plus intéressants à ce niveau-là, on constate une coexistence rapprochée, sans qu'il n'y ait pour autant de concurrence, de réelle hiérarchie. Les règnes différents sont utilisés selon le contexte pour faire image et expliquer des facettes différentes de la réalité. Les métaphores viennent se compléter, se renforcer, illustrant le génie du poète qui mobilise et les fait coexister, créant ainsi des liens, des comparés métaphoriques, un lien par exemple entre les progénitures animales et humaines, grâce au comparant de base qui est toujours le livre, mais qui est assez rarement nommé en tant que tel. Comme le relève encore Caroline Trotteau, la philosophie de Ronsard consiste en quelque sorte à transformer la nature d'un lieu, à connaître une force de connaissance, et les métaphores sont ce lieu d'échange. Alors on peut se demander quelle est l'image du livre, souvent désignée en creux, qui se dégage de ces multiples représentations, dans les arts poétiques de la Pléiade. Et il me semble que le livre peut-être décrit, bon ça il s'agit d'une comparaison qui ne tient pas forcément la route, mais il ne faudrait pas trop développer si on ne veut pas qu'elle s'abîme. Peut-être décrit un peu comme une sorte de microcosme, puisqu'il peut à la fois, grâce au transfert de sens propre à la métaphore, devenir un jardin, un bosquet, un temple, un bâtiment, un palais, du miel, ça je vais moins parler parce que c'est plus l'image du poète comme abeille qui prime, et que le livre n'est pas réellement rapproché de miel, plus souvent les vers d'ailleurs, aussi une musique, un enfant, le petit animal, etc. Donc selon le rôle que le poète va s'assigner, le livre sera plutôt un ouvrage produit par un artisan assidu ou plutôt le message d'un prophète inspiré. Et donc le livre peut se métamorphoser au gré des représentations du poète lui-même en fait. Au confluent de nombreuses traditions et modèles antiques, le poète de la Pléiade fait une sorte de synthèse sans réellement choisir, un peu justement à la manière d'une abeille. Et là, je cite Ronsard dans l'Idas: mon passerage ressemble à l'abeille qui va cueillant tantôt la fleur vermeille, tantôt la jaune, errant de pré en pré, où plus les fleurs fleurissant à son gré contre l'hiver, amassant force vive. Ainsi, lisant et feuilletant mes livres, j'amasse, trie et choisis le plus beau, quand sans couleur je peins en un tableau. Là, exemple aussi assez intéressant, puisqu'on passe de l'image de l'abeille à l'image du pain. Donc, encore une fois, on voit que les métaphores interagissent. Et cette tendance à métaphoriser de manière parfois désordonnée, ce qu'on a reproché à Dubélé, traduit un balancement entre plusieurs modèles. C'est justement l'abondance, la copia et la diversité des représentations qui intéressent. La complémentarité des différentes métaphores est nécessaire pour parvenir à décrire le rapport complexe de l'auteur à son livre, donc l'inspiration créatrice, le rapport consubstantiel, le labeur de composer et d'écrire, le soin apporté à l'entretien aussi, tant de la langue que du livre, l'application dans les retouches, les greffes des anciens, aussi la digestion de modèles antiques, des coups de lime apportés à des vers imparfaits. Et la nouveauté réside plus dans les juxtapositions des registres que dans les métaphores elles-mêmes qui sont assez traditionnelles, qui proviennent la plupart du temps de modèles antiques, justement, digérés, comme on dit. Et au confluent de plusieurs traditions, donc, le poète, qu'on peut décrire comme un proté, a la faculté métamorphique de devenir, au gré de ses transformations, alors là je n'en ai pas parlé, mais un signe aussi, le jardinier d'un bocage poétique, un maçon, un architecte pour édifier un temple à son dédicataire, par exemple, un paysan, un bûcheron, une abeille, le père de son livre, le tout d'une sorte de communion en fait, un peu entre différents règnes, et son livre assure ces métamorphoses en fait. Même l'opposition entre les métaphores du vivant et les métaphores issues du non-vivant, par exemple, les métaphores architecturales, à y regarder de plus près, elle est plus si pertinente que ça, puisque le poète fait le lien par le texte et sa présentation entre les différents univers. Et pour peu qu'on considère le manque de cohérence métaphorique de la défense à la suite du quintile horacien de Barthélemy, on ignore
toute une portée délibérée, voire réfléchie et voulue de ce voisinage métaphorique, ainsi que la complémentarité des différents réseaux métaphoriques. La métaphore rend ainsi possible une certaine communication, bien certaine, hein, parce qu'il y a quand même des limites, il y a aussi souvent un rapport aussi de domination de l'homme face à la nature, mais quand même une certaine communication, pas forcément hiérarchisée, entre les règnes animaux, humains et végétaux. Par la discontinuité, la discordance et la disjonction métaphorique, les frontières des règnes, et même du vivant et du non-vivant parfois, sont provisoirement transgressées, voire abolies dans l'espace du texte. Et la métaphore ainsi utilisée a une fonction médiatrice entre les différents règnes et exprime aussi une connivence entre le poète et le monde. Merci de votre attention. Merci Florian pour ce passage à travers différents textes de ces billets, disons à Ronsard. On fait très très riche en métaphores. Alors peut-être en effet sur les métaphores du texte, de la langue, etc. Plutôt des fois que du livre, hein, d'où la difficulté. Vous avez réfléchi là-dessus en montrant justement dès le départ qu'au fond, voilà, il y avait sans doute des raisons pour lesquelles ce n'était pas directement le livre qui était métaphorisé. Et puis voilà, je passe la parole. Merci beaucoup pour cette très belle communication. J'ai encore de remarques inspirantes. La première, ce serait déjà je trouve admirable la façon dont vous avez montré à quel point le livre, qui est un objet artificiel et culturel, tend finalement, à la lumière de toutes ces métaphores, à devenir naturel, finalement. Et que le poète, enfin l'auteur, est véritablement un créateur, mais surtout un pro-créateur. Il y a toute cette assimilation, on voit l'énergie vitale que le poète insuffle à l'objet livre, mais qui en fait finalement lui-même partie de la nature. Enfin, vous parliez du poète frotté, on est là vraiment dans le perpétuum mobile, où il ne faut pas condamner effectivement, comme le fait Annaud, les métaphores juxtaposées sans lien entre elles, mais au contraire les penser dans leur mobilité, leur instabilité et leur mouvement. On est vraiment là dans une, comme vous l'avez admirablement bien montré, c'est extrêmement intéressant. Et il y a la métaphore qui m'est revenue là, à propos de l'auteur fertile, donc qui vient procréer finalement. C'est celle que je trouve très intéressante de Geoffroy Tory, qui me semble, qui distingue l'imprimeur de l'auteur, et il dit l'auteur ensemence, l'imprimeur dissémine. Donc c'est deux très belles métaphores, enfin c'est banal finalement végétal, mais avec des nuances que l'un dissémine, l'autre ensemence. Donc vraiment le côté fertile. Voilà. Et puis l'intuition du livre Microcosme, qui est un petit monde, mais aussi un petit monde naturel, je pense est très intéressante, puisque toutes ces métaphores, vous l'avez bien montré, traduisent la prodigieuse variétas de la nature, l'extraordinaire fusis, dont parle aussi Rabelais dans toutes ces métamorphoses, dans son hybridité. Enfin, là, oui, je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Sinon, par rapport aux métaphores animalières, j'ai beaucoup aimé l'ours et l'éléphant, et on pourrait rajouter la guenion. C'est Erasme qui parle de cela, que les livres qui sont trop couvés, étouffés par leurs parents, sont comme des singes, étouffés par la guenion, qui est un animal trop aimant, mais c'est un amour mortifère qui parle avec. Alors peut-être pas chez eux, mais en tout cas chez Erasme on la trouve. Un guenon qui étouffe son petit, comme un auteur qui va trop couver et étouffer son texte. Donc, le texte singe, finalement, est explicite. Le seul exemple on trouve le singe, mais c'est chaque fois dans le rapport avec Cicéron, en fait. C'est pas dans ce rapport-là oui, il y a de maternité. cicéronisme chez Erasme aussi. C'était juste un petit ajout comme ça en passant, mais le rapport entre le livre et la nature me paraît vraiment très intéressant. Oui, merci pour votre communication. Je voudrais poser une question qui est à la fois naïve et je crois très importante. C'est à propos de la métaphore de l'ours chez Rabelais. Et je m'occupe de l'évitement du fort, c'est-à-dire le développement de l'ours, etc. Un fort, en principe, est pris dans une chose admise, voire une chose vraie. Or là, c'est archi faux, évidemment. Quand un petit ours naît, quand un ours naît, c'est pas une pièce informe qui a besoin d'être léchée. Bon. Et donc, quoi ? Il y a une spécialiste des ours qui réagit. Non, mais
c'est faux, mais c'est vrai. C'est quand même ce à quoi on croit. À ce moment-là, c'est une tradition transmise. C'est l'histoire. Non, mais c'est pour ça que c'est faux. C'est biologiquement faux, mais justement, vous anticipez ma question. Ah, pardon. C'est moi qui allais C'est juste un geste, c'est Dominique qui. Mais non, mais parce que j'observe les C'est moi qui allais faciès. trop lentement, peut-être. C'est faux, c'est pas un fait d'observation. Et donc, comme je m'intéresse aussi à l'imaginaire qui est derrière la métaphore et à la manière dont elles naissent, je suppose que c'est une chose qu'on croit et qu'on transmet, c'est exactement ce que vous venez de dire. Donc, mais comment dire, ça vient d'où, cette image fausse d'un ours? Cette métaphore est très puissante. On parle encore aujourd'hui d'ours mal léché. Donc, il y a quelque chose qui reste dans la conscience linguistique française commune, c'est encore usuel. Donc là, pour moi, il y a une énigme. Comme ça n'est pas une observation, c'est forcément un héritage. Alors évidemment, on pourrait toujours se demander comment ça a commencé, voilà, pourquoi, est-ce que c'était inventé. Mais enfin voilà, donc ma question est, est-ce qu'on peut rétablir une filiation, une généalogie de l'idée que l'ourson naissant avec un morceau de chair informe, formé par enfin voilà, il y a quelque chose qui est intriguant. Il y a des métaphores, moi tout de suite, vous voyez, et là, comme on sait bien que ça ne vient pas d'observation, je suis des livres quand même en Europe au XVIe siècle, qui vont être. Pardon ? Allez observer l'ourson au moment de la naissance. Ils sont tous morts. Voilà, c'est ça, ici. Aucun Bon, voilà. observateur n'est refusé. Donc, c'est une question sur l'écart entre l'observable et le cru, et une question sur la transmission d'une. Parce que c'est si loin de ce qui se passe dans la réalité, parce que les ours aussi s'occupent beaucoup de leurs petits, les lèchent beaucoup, du coup c'est Oui, mais les chats aussi. Oui. Les chats aussi, ça c'est l'observation courante. C'est très fréquent chez les Enfin, pourquoi cette métaphore-là en fait, c'est que les ours naissent très petits aussi, bon, les chats aussi. Ouais. Mais ça pourrait Non, mais- Je crois surtout que c'est Pline. C'est Pline, voilà. c'est Pline. Je crois que c'est le texte de Pline qui est repris et que c'est une sorte de Pour la chez Dubartas, si je me souviens bien, c'est encore plus intéressant parce qu'il l'applique à la matière, à l'histoire de la cire, forme. Il dit que le monde sans la forme est Comme un oiseau. Je ne sais plus exactement, j'ai oublié dans quel contexte exact il utilise. Il y a une histoire autour de la transformation perpétuelle et de la. Mais il l'utilise aussi pas dans un contexte de la poétique. Dans l'Antiquité, il y a 3 animaux qui sont associés à l'homme. L'ours parce qu'il se tient debout sur ses 2 pattes, le singe parce qu'il ressemble évidemment à l'homme, et le porc parce que c'est celui qu'on anatomise et qui est le plus proche de l'organisme humain, parce qu'on a disséqué pas l'humain à cette époque. Magot à l'extérieur, pour soi à l'intérieur, comme dit Montaigne. Et comme il y a tous ces mythes, alors je ne sais pas si on peut faire le lien de la création de l'homme par la cire, l'argile, qu'on va pétrir, le passage de l'informe à la forme, peut-être qu'il y a un lien effectivement avec la cire qui prend forme, la cire homme, qui fabrique la création des ces animaux-là, ces animaux-là qui sont proches de l'humain dans l'imaginaire antique, c'est marrant. C'est l'idée de la création continuée et pas. Ouais, chez Dubartas, ça doit être au service de cette idée-là. Je me souviens plus exactement le passage. C'est dans le passage sur la cire ou là-dessus, mais c'est sur l'idée que ça ne s'est pas fait en un instant et que en fait, le monde se forge progressivement. Et ça rejoint la question de savoir si la création s'est faite dans l'instant ou si la semaine n'est pas une semaine métaphorique, etc. Parfois, il y a cuisson aussi, la cire qui est aussi dans l'ours. Moi, alors, pour rebondir sur cette interrogation, il me semble que ce passage de l'ours à l'éléphant, oui, derrière il y a donc Pline, il y a une tradition, mais on va quand même pas loin d'une écriture satirique de Dubélec, qui, je crois, s'amuse un peu quand même à construire donc ses écrits, donc c'est-à-dire pas tout à fait encore un livre, puisque l'écrit c'est donc ce qui va pouvoir être encore continuellement refait, et donc on compare d'abord l'écrivain à un ours, bon alors je veux bien qu'il y ait une topique, mais enfin bon, c'est quand même pas... Et puis on termine sur, mais il ne faut pas être un éléphant avec une métaphore verbale assez enfanter les vers à la manière d'une éléphante. Et s'il n'y a donc pas derrière, de temps en temps, dans la défense, une sorte aussi d'amusement satirique, là, à monter une petite chaîne métaphorique à partir de clichés, etc. En plus avec un jeu de mots, éléphant, enfante. C'est vrai, c'est vrai.
Donc voilà. Un Mais on est zoo, proche ça tient. on est proche des grotesques là, enfin en peinture, je veux dire, ces espèces de figures un peu satiriques, mi-homme, mi-animal, hybrides, qui ont beaucoup fasciné les adolescents. Et je me demande si du coup, j'exagère un peu, mais les métaphores animales dans ce cas-là, puisque le singe apparaît chez Du Bellay de manière classique comme le mauvais écrivain, l'imitateur, on peint toujours un petit côté un peu, au moins souriant. Le perroquet aussi, d'ailleurs, quand on rencontre. Alors là, c'est des animaux négatifs. Là, à la limite, c'est plutôt l'ours, c'est plutôt un animal positif ici, Mais- celui qui s'est léché. Mais s'il n'y a pas quand même, une distance. On en avait un petit peu discuté hier avec Florian, et par rapport à ce que tu disais de la présence de la nature, parce qu'elle c'est frappant, c'est que tu l'as dit, dès que le végétal est mobilisé, c'est toujours le végétal travaillé par la main du jardinier, greffé, etc. Et il n'y a guère que l'animal qui surgit. Il ne s'agit pas d'animal domestique. Là, on a une nature. Disons, qui est travaillée par la main de l'homme dans la mesure où elle est issue d'une tradition, mais néanmoins, là, il n'y a que dans le domaine de la zoologie où les animaux existent un peu indépendamment de l'humain. Oui, alors, moi je trouvais que par exemple, sur une phrase pourtant très connue de Sébiège, on a au contraire une sorte de mise en rapport étonnante de l'art avec la nature, pas du tout humanisée. C'est, en poésie est nommé art, mais rien que la nue écorce de poésie. L'art, c'est l'écorce. Et je me demande si là aussi, alors en plus c'est l'art, ce qui est très étrange chez Sébiège, qui veut dégrader, puisque ce n'est que la versification, etc. Donc, mais dans ce passage à la métaphore, là aussi une sorte de, je ne sais pas si on peut dire de sourire, mais un peu de surprise, de paradoxe. Dire quand même, l'art c'est l'écorce d'arbre, il y a quelque chose qui... C'est vrai, ouais. Voilà, d'étonnant. C'est vrai. Et Une sorte d'incohérence, mais volontaire, là, pour surprendre. Et la nue écorce, comment tu comprends ce nu? Parce que moi je pensais au style nu, à l'article de Grégoire Holt sur le style nu. Mais nu, c'est quand même un peu paradoxal, parce qu'on a l'impression que ça nous... L'écorce, c'est plutôt traditionnellement ce qui couvre, et le nu nous ramène plutôt au découvert. Mais je ne sais pas quelles sont les acceptions, comment tu le comprends. Elle est nue par en dessous, elle est séparée de... Séparée, d'accord, détachée, ouais. Oui. Toute nue, c'est réduite à elle-même. Oui. D'accord. C'est peut-être Voilà. un peu brute. Oui, brut, justement, c'est D'accord. C'est la simple écorce, enfin. Oui. Ouais, c'est pas intéressant. Oui, si je peux. Et on a développé l'écorce De revenir au livre. Oui. Ce qui me frappe dans notre corpus, c'est que c'est la pratique, l'absence du mot livre. Ouais. Et donc, à plusieurs reprises, vous avez dit, oui, mais c'est pas tout à fait ça. Mais il me semble que, il y a quand même Ronsard qui dit à la fin, feuilletant mes livres, mais là, ce sont des livres qu'il feuillette, c'est-à-dire les sa bibliothèque ou les épargnes. Et la vie du livre, dans l'exemple précédent, c'est le livre une fois qu'il est publié. C'est-à-dire que le mot livre dans votre corpus ne renvoie qu'à ce qui a déjà été présenté au public. Et avant, ça s'appelle comment? Ça s'appelle les écrits. Et donc, nous, on va parler de texte, mais le mot texte, à la Renaissance, n'est pas utilisé dans le sens où on l'entend. Le texte, c'est la Bible. Le texte, c'est ce qui n'est pas la glose. C'est ce qui n'est pas le commentaire. Donc, c'est seuls les textes canoniques sont des textes, le reste, ce sont des écrits. Et donc, cette absence fait bien la distinction entre ce qui est de l'ordre de la composition, justement, tout ce qui est décrit là, c'est comment on fabrique son écrit, mais ça devient un livre quand on l'a remis à l'imprimeur. Avant, ça n'en est pas. Même si on a cousu, je sais pas, même si on a mis ensemble des écaillés, tant que le métier n'est pas... C'est-à-dire qu'on trouve le terme que dans les préfaces quasiment. Oui, voilà, c'est ça. A déjà été, Et va mon livre, oui, c'est uniquement... Oui, c'est juste à ce moment-là. Non, c'est vraiment frappant parce que c'est effectivement le livre matériel, c'est une autre étape. Et là, c'est intéressant de voir que les mêmes métaphores sont utilisées pour désigner et le livre, l'objet fini, et le travail de création, d'écriture, et aussi le monde, et aussi la mémoire. Par exemple, la métaphore du théâtre, on la retrouve aussi beaucoup pour parler de la mémoire, et on pourrait peut-être retourner le questionnement sur, au-delà du livre,
pourquoi la même métaphore va illustrer pas que le livre, mais plein d'autres choses. Enfin, c'est quelque chose le problème que j'avais déjà rencontré il y a pas longtemps, et là, vous mettez quoi dessus. Ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, c'est cette irrigation de métaphores qui dépasse un objet précis, finalement. On va la retrouver pour le théâtre du monde, le théâtre de la chambre de mémoire, le livre-théâtre. Là, les métaphores végétales qui sont à la fois pour la création de l'écriture et aussi pour l'objet de l'arborescence des encyclopédies, on retrouve l'arbre aussi à ce niveau-là. Je pense qu'il y a tout un jeu d'écho, et que lorsqu'on voit une métaphore, du coup, sachant qu'elle peut illustrer toutes sortes d'objets différents dans le monde, du coup, elle prend un pouvoir encore plus fort. Ouais, c'est là peut-être qu'il faudrait peut-être réfléchir par là, je sais pas. J'ai l'impression que la métaphore forge des notions, des concepts au-delà des mots. On ne se demande pas d'embellir, elle va carrément. Derrière le mot théâtre, on aura plein de choses. Derrière le mot voilà, je sais pas, sève, on aura toutes sortes d'imaginaires qui vont découler. C'est frappant. Bien. Et peut-être justement un peu plus facile, dans le cas de ce corpus, c'est peut-être. Enfin, facile et difficile, c'est d'évaluer le caractère conventionnel. Enfin, il y a des métaphores qui n'ont pas d'intérêt. Si je veux dire, l'abeille, le miel, voilà. C'est pas l'ours, quoi. Enfin, il y a vraiment une grosse différence de statut entre les métaphores animales d'ordre différent, d'ordre de la convention. Et, enfin, je ne sais pas si on peut voir se dessiner, parce que c'est une vraie question. Une part. Oui, en même de temps. convention, enfin presque obligatoire, et puis après. Il faut hiérarchiser les zoos. Oui, et y compris peut-être en prenant en compte, alors ça c'est encore beaucoup plus acrobatique, mais ce qui n'y est pas, comme on parlait avec Guénon tout à l'heure. Enfin, je sais pas, c'est des questions. C'est une logique là, ce choix. Mais en même temps, l'abeille, elle est aussi elle est beaucoup plus développée aussi que cet exemple d'un éléphant ou de l'ours. Et ils en font beaucoup plus, c'est beaucoup plus fécond aussi que là, cet exemple est pris à cette seule occurrence dans le corpus de la Pléiade, et du coup, on ne peut pas en faire grand chose non plus. Mais effectivement, c'est une question intéressante de savoir si, entre les animaux, justement, pourquoi on utilise certains et pas d'autres. Surtout une période. L'abeille, oui, sert de tremplin, point de départ pour enclencher. Bien sûr. C'est métaphorique et après. D'autres questions? Moi, je reste toujours sur cette écorce parce que la nue écorce de poésie qui couvre artificiellement. Donc, c'est vrai que donc, elle est naturelle, mais elle couvre artificiellement. Donc, oui, donc il y a un premier effet de surprise, mais qui est recompensé par l'adverbe. Voilà. Oui. Enfin, ou de nouveau, c'est un peu tiré du côté de. Oui, t'as raison. Bon, là, on trouve implicitement le mot livre, puisque libère, ça indique que c'est partie du. L'aubier. L'aubier, exactement. Mais sinon, l'écorce, je ne sais pas si. Enfin, chez Rabelais, on trouve écorcher la langue. Si c'est fréquemment. Ça vient du latin, il me semble. Écorché ou écorcé? Écorché, mais ça vient de l'écorce. Je ne pense pas que chez Rabelais. Pourquoi cette image d'écorcher la langue? J'avais demandé à des amis en italien s'il y avait cette expression dans leur langue et ils m'ont dit que non, c'est vraiment une expression française, écorcher la langue. Écorcher le latin. Parce que écorce, ça vient du latin scortea, féminin de scorteus, fait de peau ou de cuir. Donc ça emprunte à l'animal, comme très souvent le vocabulaire botanique. C'est comme botanique, ça vient de botaner, le bétail. C'est toujours c'est complètement zoocentré le vocabulaire de la botanique. Je regardais le contexte de l'écorce. En fait, c'est la critique de la rime.
Donc, Oui. ceux qui s'arrêtent à l'écorce, ce sont ceux qui jugent la poésie seulement par la rime. Bon, voilà, c'est tout. Mais la sève, c'est pour les poètes, et la rime, Oui, c'est pour les rimailleurs. Et puis voilà, c'est tout. Oui, Il y a pas c'est de- l'os et la moelle, c'est l'écorce, c'est le... Voilà, même si dans les deux cas, La c'est du sève. végétal, ça n'a pas de... Voilà, c'est- Non, non, oui, je suis... Je pensais à parler de sève, je pensais à Henri Sève par association. Il glisse beaucoup. Je sais. Mais il a écrit, il me semble, un poème liminaire sur le coudrier qui fit la métaphore de son livre. C'est le noisetier en Oui, fait. bien sûr. Donc, ça pourrait vous intéresser, Ouais, je vais noter d'autres ça. références végétales. Et il me semble qu'il y a deux poèmes, un qui ouvre le livre, un qui le ferme, et les deux sont vraiment liés à voilà, une métaphore du livre comme arbre. Je vois cet arbre est plus symbolique de regarder ça. François Rigolo écrit un article là-dessus. Merci beaucoup. Encore des remarques, des questions. Moi, On est mis dehors à quelle heure? Moi, Oui, parce que oui, parce que c'est comme la cafétéria. Il reste de laine et il est Non, 6h30. je crois qu'on a été un peu oubliés, donc j'espère qu'on pourra sortir. Mais On peut sortir par les fenêtres. Ah, on peut sortir par les... Oui, mais après, il faut Oui, sortir de 18 l'enceinte. ans. Je sais pas, peut-être que l'université suisse, Là, c'est toi qui sais. Non, mais... Non, parce que ça reste ouvert, parce que parfois il y a des conférences à 20h. Jusqu'à Donc, 22h, hein, ça vous oui, donc c'est... Non, ça reste ouvert. N'ayez crainte, on va rester ici jusqu'à Bon. 21h. Non. Moi, je peux pas. Juste une remarque. Enfin, il me semble, du coup, même par rapport à la fête, c'est aussi l'occasion d'y réfléchir. Ce qu'a dit Marie-Luce Demain sur les questions livres, c'est vrai que dans les arts poétiques, j'ai fait une recherche, c'est vraiment un monde qu'on ne trouve pas. Et donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher plus souvent écrit. Ça, pour voir. Et d'autre part, c'est une chose un peu technique, mais en y réfléchissant, enfin, en vous écoutant, j'y pensais. Dans ce que dit Ronsard, donc en 1550, hein, on me reproche surtout mes répétitions de métaphores, hein, le miel de mes vers, les ailes de mes vers, etc. Et Mireille Huchon, dans ce très bel article, a montré donc, que Ronsard désigne ici un type de métaphore qui l'aime particulièrement, qui soude ensemble le comparé et le comparant, dans le miel de mes vers ou dans mes vers sucrés. Et je me demande si justement il n'y a pas un type de métaphore, là, dans le métadiscours, propre à la poésie, ces premières années-là, avec le complément déterminatif, avec les adjectifs, donc des métaphores adjectives, un type de métaphore nominale qui ne sont pas mes vers sont du miel ou mes vers du miel, mais le miel de mes vers, hein, ça c'est l'idée de Mireille Huchon, et j'ai l'impression que ce type de métaphore, on ne les retrouve pas dans les textes théoriques. Comme s'il y avait au fond, avec cette coalescence-là, quand on lit du Bellay, c'est beaucoup des métaphores verbales, etc. Et quand il y a des métaphores nominales, c'est pas celle-là. Donc, voilà, ça serait peut-être pas, même si c'est un peu technique, mais sur la manière dont se présente la métaphore, et si elle n'était... Enfin, je pense qu'il y a des différences, parce que c'est trop serré pour un texte théorique. C'est bien pour la poésie elle-même. Un récit, voilà, il n'y a pas manière de réfléchir à ça, sur la configuration syntaxique, en fait, mais du coup, sémantique de la métaphore. Et ça aime bien faire des associations comme ça. Il fabrique des mots. Surtout en 1550, double. Des mots réalistes comme ça. Est-ce qu'on C'est trouve pas très du tout dans étonnant. la PG non plus, ouais. Et Mireille Huchon montre que même, justement, dans les réécritures de Pétrarque, il y a juste que Pétrarque n'écrit pas comme ça. Ronsard cherche ça. Eh bien, on peut... Non, mais je profite juste d'avoir un musicologue averti. C'était juste pour l'image utilisée par Jacques Pelletier quand il compare les mots en un langage se peut comparer aux 6 voix en la musique. Les 6 voix, c'est ténor, contre-ténor, enfin... Oui, 6 voix entre... c'est soprano... Entremêlés et reprises sont des accords et des tons de ces diverses oreilles. Il pense à une polyphonie à 6 voix. Oui, mais donc à l'époque, on n'allait pas au-delà de... Enfin, il y avait 6 voix, c'était un consensus. 3, 4, 5, 6, D'accord. 12, la polyphonie franco-flamande, il y en avait 32. D'accord. Mais plus au XVIe siècle quand même. D'accord. Mais 6 voix, oui, il y a
Je trouve ça juste limitatif pour... Non, c'est plutôt bien 6 voies. Il y a beaucoup de madrigaux. D'accord. On est quoi? On est au milieu du XVIe siècle ici. Oui. 1555, Voilà, ouais. au milieu ouais. du XVIe siècle. Il y a D'accord. beaucoup de madrigaux à 3, 4, 5, 6 voix. D'accord. Alors, je pense plutôt aux madrigaux italiens, mais enfin en France, c'est... Voilà. Ça. Donc, Non, mais je me demandais pourquoi il faisait le choix de 6 voix pour les comparer aux mots. Enfin, 6 voix, aujourd'hui on dirait c'est un bel orchestre. D'accord. Voilà. Oui, à la volonté de la Voilà. Mais c'est pas limitatif, hein. Oui, oui. Mais 6 voix, c'est bien. D'accord. C'est riche. D'accord. Sachant par contre, Non, c'est vrai, 6 voix où là on a 100 couleurs de peint ce tableau, Voilà. c'est pas 3 couleurs, c'est à 30, 100 couleurs. Il y a vraiment cette idée d'hyper. Non, mais connaissant mal la musique de 1555, je me demandais si... Une musique à 6 voix, c'est une musique savante et riche. Voilà. Savante et riche, d'accord. Bien. S'il n'y a plus de rôle. Myriam. Ça vient en fait d'Aristote, l'ours. L'ours c'est Aristote et l'éléphant c'est Pline. Voilà, donc Histoire des animaux 6-30. Il y a un article, enfin, je suis sur un article de Jean Tranquier qui explique l'histoire de l'expression l'ours mal léché. À partir des sources antiques. Ça s'appelle l'ours mal léché, la reproduction de l'ours dans les sources antiques. Formidable. Voilà. Et tu peux nous citer le passage d'Aristote? Oui, alors il est reproduit, alors En je grec le donne en traduction. Hein. Les ours s'accouplent, nous l'avons dit plus haut, non pas en laissant le mâle monter sur elle, mais en se couchant par terre. L'ours porte 30 jours, elle met bas 1 ou 2 petits, 5 au maximum. L'ours naissant est tout petit proportionnellement au corps de sa mère. En effet, il est plus petit qu'une belette, plus gros qu'une souris. Il est sans poils et aveugle, et ses membres sont presque indistincts, comme la plupart de ses parties. L'accouplement a lieu pendant le mois d'Élaphéolion, et la femelle met bas dans la saison où les ours restent cachés. Pendant cette période, la femelle et le mâle deviennent très gras. Quand la femelle a élevé ses petits au 3e mois, ils font leur apparition, alors que c'est déjà le printemps. C'est l'histoire en fait, ça se passe au moment de l'hibernation. Voilà, et ensuite la femelle du porc épique porte d'un moment de jour et se comporte comme l'ours. Et Aristote ajoute une ours pleine est difficile à prendre. Mais Voilà. L'histoire de l'échec. mais Il y a pas la c'est le texte qui est cité oui, sur les soins prodigués aux nouveau-nés. Ce texte qui est cité, je le découvrais en même temps. Et c'est comme ça. Ouais, mais on voit bien la différence avec le chat. Il n'a pas de poils, il est tout, et puis Oui. la proportion, il n'a pas de poils, c'est comme les kangourous qui sont minuscules quand ils naissent. Ouais, si on pouvait mettre des marsupiaux. Oui. Dans les poches. Alors je propose quand même que, vu que les lumières viennent de s'éteindre autour de nous, que quand même on ait le temps d'entendre, Violaine, tu es d'accord de commencer, d'ouvrir les feux demain matin? Bah, Ah d'accord. Mais... ah, je ne sais pas. Ah non, Ça mais n'a pas c'était... posé de problème pour les départs en début d'après-midi, parce que Ouais. on a eu plusieurs Ah non, mais c'était juste pour passer à Violaine, c'était pas un... Ah d'accord, non mais alors, vous avez... Non, alors si tout le monde Mais je est... sais pas... Sauf si tout le monde est ensemble. Violette, je sens capable de parler. Oui, ça fait pareil. Vous voulez chier comme l'ours. le restaurant... 19h30 ? Je peux les appeler pour retarder. hein. Enfin, qu'est-ce que tu dis? Non, mon hésitation c'est, est-ce que on commence, parce que demain matin, je me rappelle plus, j'avais indiqué à 9h, ouais. Mais non, non, mais ça commence à 9h, mais on n'a que 3... 9, 10, 10, 11, 11, 30, 12, 30. Primitivement, le moi reste je pense que c'est une mauvaise idée Il aussi. reste 1 heure, c'est Ouais. Non, d'accord, très bien. Demain, ouais. ça va être dans 2 heures. Enfin, je pense qu'il dérange pas. Parce que 4, si le vote une heure, ça fait 13 heures. Si on on a prend... passé Donc les Pour dernières les trains, visites de tu la peux voir bibliothèque, c'est pas... n'importe à quelle heure. Non, mais moi, c'est pas... C'est vrai que ça m'a bien chaud là. Non, non, mais si tu... Il faut peut-être juste prévenir le restaurant qu'on sera en plus à côté. Oui, oui, je les appelle. Il faut 10 minutes pour... Il faut 10 minutes, donc... Tout à fait. Bon. Alors... C'était mon